la première des choses que je devais faire, parce que je sais que il faut absolument qu'on prenne toutes les dispositions pour faire fonctionner l'institution la plus importante pour l'économie du pays, c'est l'institution Banque centrale. Et comme les précédents gouverneurs avaient travaillé, volé, fait des tripotages avec Mobutu, la première chose que j'ai faite en m'installant à la primature, c'est de les renvoyer, de les remercier, de prendre un autre qui puisse, parce que c'est le caissier de l'État, qui puisse suivre la politique, non seulement ce que je veux, mais la politique dessinée par la conférence nationale, parce que vous savez que la conférence avait élaboré un programme économique qu'il fallait faire. Mais vous avez immédiatement vu ce qui est arrivé. Dès que je donne le nom du nouveau gouverneur, dont je devais soumettre le nom d'après le système, des choses que j'apprécie beaucoup, comme ça tout le monde cogère la gestion, c'est moi, le gouvernement, qui présente la candidature à l'appréciation du Parlement, du Haut Conseil, et une fois après la candidature faite, la candidature va maintenant pour sanction à la présidence, qui a quelques heures pour pouvoir sanctionner, ou s'il ne sanctionne pas, le Premier ministre prend un décret. Et vous savez ce qui est arrivé. Quand je devais faire partir Chabani pour le remplacer par le gouverneur Mabakane. Donc, tout de suite, le même jour, Mobutu envoie des DSP pour interdire l'accès à la chose. Alors vous dites que Tshisekedi n'a pas réagi. Le programme, on ne peut pas travailler sans argent. L'argent, vous l'avez vu, était bloqué par la violence, par Mobutu. Alors, vous connaissez Mobutu mieux que tous les Congolais pour avoir été avec lui depuis le début. Vous ne pouvez pas imaginer que Mobutu puisse changer parce que vous étiez devenu Premier ministre. Vous saviez ça en prenant le pouvoir avec lui. Mais on sait ça. Voilà encore où, justement, intervient le peuple. J'avais travaillé dans la non-violence, comme je crois, continue à croire. Mais il fallait à ce moment-là, le peuple voyant, il se plaignait et tout ça, mais il voit très bien comment j'étais bloqué. Mais le problème n'est pas de dire il est bloqué, il devait faire des miracles. Le problème de dire mais cet homme, son arme, ça a toujours été nos peuples. Ce qu'il fait là, c'est là notre intérêt. Alors, massivement, manifestons, montrons notre austérité, etc. Mais je ne condamne pas tout à fait ce peuple parce qu'avec la DSP et tout ça, il allait y avoir une colonne pour réprimer, etc. Et l'élément peur s'installe et explique tout. De votre combat, vous n'étiez pas seul, vous avez des compagnons nombreux qui venaient de toutes les provinces, mais aujourd'hui, en 2002, vous semblez être un homme seul, au moins par rapport à ceux avec qui vous avez commencé. Comment vous expliquez aussi que beaucoup ont abandonné et comment vous expliquez aussi que beaucoup qui avaient cru, qui ont tout donné au parti n'ont pas pu arriver jusqu'au bout? Mais tant mieux, il ne faut pas le regretter. L'UDPS s'adresse à qui? Aux gens qui hier étaient mobutistes, tous. Donc il n'y a personne qui est né de l'UDPS, tous venaient de moboutisme avec ce que vous savez comme culture politique zéro. Il n'y avait rien. Et comme le moboutisme nous avait appris, vous êtes au pouvoir pour piller le plus possible. Donc pour l'intérêt matériel, égoïste et immédiat. Or l'UDPS, justement, prêche le contraire. L'UDPS prêche pour que la politique soit mise au service du peuple. Donc il faut atteindre les attentes du peuple. Voilà toute la différence. Alors ces gens-là venant rapidement à l'UDPS parce qu'ils voyaient un succès au début, ils disaient bon c'est là que nous allons avoir le pouvoir. Comme ils voyaient que ça durait longtemps, ils sont partis. C'est un peu ce que nous avons... Président, mais... la parabole de balle des chauves. Donc ils sont partis, il ne faut pas regretter, au contraire, ce sont les fruits qui n'étaient pas bons pour nous, qui sont partis, tant mieux, comme ça l'UDPS se purifie dans son sein. En 96, des pays voisins profitent de la maladie de Mobutu et son affaiblissement sur le plan interne pour lancer une incursion. C'est l'arrivée de l'AFDEL dirigée par Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi, conscient des méfaits de la lutte armée et de l'imminence d'une occupation étrangère, tente de convaincre Mobutu à s'impliquer dans le schéma de la CNS pour défendre l'intégrité territoriale. Bien que malade et affaibli, Mobutu et ses conseillers s'entêtent et persistent à croire qu'ils ont encore la maîtrise des événements. Tshisekedi sera donc écarté de tout schéma politique et s'ensuivra nomination sur nomination des premiers ministres, chefs d'état-major, jusqu'à ce que sonne le glas pour Mobutu.
Ce dernier connaîtra finalement le sort que lui avait prédit Tshisekedi pour savoir quelques années comment plus un tôt. homme fils de ce pays peut avoir détruit ce pays à ce point. Et je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il est Kinshasa est au même secours que les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Laurent Désiré Kabila, le nouvel homme fort, une fois au pouvoir, nie Tshisekedi et choisit aux grandes dames de la population de marcher sur les traces de son prédécesseur. Pire, le Congo est comme placé sous la tutelle du Rwanda. Son arrivée au pouvoir se fait au prix des massacres des Hutus à l'est du pays. À Kinshasa, il suspend même les activités politiques et les libertés d'expression. Donc ils arrivent au mois de mai Tshisekedi, 1997, fidèle à ses et déjà convictions, en juin, décide de combattre ce nouveau mon père régime subit une dictatorial, première arrestation. ce qui lui vaut d'être arrêté et relégué une énième fois C'est une arrestation qui a été de dirigée février par, à juillet 1998. Massassou, le commandant Massassou et celui qui est en exil, Mounene, le général Mounene. Là, c'était que des menaces. Ils l'ont amené quelque part dans une résidence à Montfleury. On dit même que c'était une des résidences de la famille Moleka. Mais évidemment, là, ils arrivent, ils raflent tout ce qui était biens, meubles et immeubles de l'entourage, des gens de l'entourage de Mobutu. Donc là, c'était que des menaces. C'était une brève arrestation au cours de laquelle ils l'ont menacé de mort, etc., en lui disant qu'ils ne sont pas, eux, ils ne sont pas comme Mobutu, ils vont le tuer s'il continue, enfin, tout le tralala. Évidemment, pour ceux qui le connaissent, ils savent que ça ne le décourage pas. Il suffit de dire ça pour vraiment l'encourager encore à continuer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Il a beaucoup dérangé le régime de Kabila. Jusqu'en février 98, à ce moment-là, on l'arrêtera de nouveau et on le déportera. Rappelez-vous, Kabila, avant la guerre, maintenant on parle guerre d'agression, mais le conflit Kabila, les difficultés de Kabila n'ont pas commencé par la guerre, ont commencé par l'attaque de l'opposition politique. Le 27, le fameux 23 mai, où je lui ai dénié toute légitimité, où d'ailleurs je lui ai demandé, maintenant il nous apprend que les Rwandais sont des agresseurs et tout ça. Moi, je lui ai demandé de payer et remercier les Rwandais pour qu'ils rentrent. Et ce qu'il a fait, il a dit qu'il n'y avait pas d'étrangers dans l'armée. Donc, c'est vous dire que vous pouvez croire que c'est un lit que je prépare, mais en fait, moi, je suis en train de préparer au peuple congolais ce que je viens de vous dire, l'instauration d'un état de droit, mais il faut passer par des étapes, des résistances, où il y a des dictateurs qui ne veulent pas, mais vous voyez que quand quelqu'un fait comme ça ne dure pas longtemps, et vous savez comment Kabila finit. Donc je crois qu'il faut continuer la lutte, c'est pour vous dire que c'est ce qui compte plus pour nous, qui avons lutté, nous sommes à la 22e année, et plutôt que les gens qui luttent pour dire ce qu'ils appellent partage de pouvoir. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Joseph Kabila réussit un coup de force et se fait imposer par des généraux à Kinshasa comme le nouveau chef de l'État congolais. Son ascension à la tête du pays radicalise les mouvements de rébellion. L'on assiste alors à une multiplication des mouvements armés. De son côté, Étienne Tshisekedi Wamulumba, encore et toujours fidèle à ses convictions, fait pression sur les belligérants pour la tenue d'un dialogue entre le pouvoir de Kinshasa, les rebelles et l'opposition non armée. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté, c'est eux qui sont les signataires de Lusaka et qui ont parlé d'un ordre politique nouveau, de nouvel ordre politique. Et quand ils veulent ne pas donner les résultats de leur réaction pour que les services de Mbeki et de la facilitation fassent la synthèse nous permettant de faire ce travail-là, où est-ce qu'ils veulent? Donc ils veulent en quelque sorte indirectement nous imposer quelque chose que je viens de vous dire d'inacceptable, parce que ce n'est pas ça. Donc les belligérants qui doivent s'installer à la tête d'un État que tous veulent démocratique et un État de droit, mettre des apprentis pour qu'ils nous fassent encore recommencer les jeux
à zéro, ça je crois que nous ne sommes pas disposés à le faire. Les assises de Sun City débouchent sur le système baptisé 1+4. Un système d'un président et 4 vice-présidents. En fait, c'est une prime aux hommes en armes et un hold-up politique, car l'opposition politique est représentée dans ce système par un certain Zaïdi Ngoma, un homme sans assise politique. Le Congo plonge alors dans un système vicieux où seuls les belligérants et leurs représentants sont abondamment et régulièrement rémunérés au détriment de la population. En 2006, poussé de l'intérieur par l'UDPS et les forces du changement et de l'extérieur par la communauté internationale, Kabila concède à organiser les élections après 2 reports à cause d'un manque d'organisation. Étienne Tshisekedi finit malgré tout par boycotter les élections pour non-respect des accords. En effet, le dialogue intercongolais prévoyait le recensement du Congolais, la création d'une armée républicaine, puis les élections locales et présidentielles. Les élections ont lieu. Le résultat de ces élections est contesté par le challenger et par différentes organisations, voire l'Église catholique. Néanmoins, Kabila va s'imposer et le Congo va sombrer. S'ouvre l'ère des interminables 5 chantiers qui évoquent les éléphants blancs du temps de Mobutu. Dire que nous ne voulons plus d'hommes providentiels au Congo. Mais c'est tout à fait aberrant. Revenons en arrière. Les programmes, nous en avons eu. Objectif 80 à l'époque de Mobutu. Septennat du social. Tout doit changer, tout va changer. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Aujourd'hui, on nous parle de tolérance zéro. 5 chantiers. Mais c'est la même chose. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Est-ce un problème finalement de programme ou un problème d'homme? À mon sens, c'est un problème d'homme de conviction, d'homme de principe au Congo, d'homme constant au Congo. 2 ans plus tard, en 2008, c'est le moment que choisit la maladie pour terrasser Tshisekedi. Évacué en Afrique du Sud, puis en Belgique, il sera forcé à un exil médical de 3 ans. La situation du Congo s'empire. Promesses non tenues, salaires impayés, détournement des deniers publics, trafic d'influence, grève des fonctionnaires, droits de l'homme bafoués, violence et viol à l'Est, et j'en passe. Mais je le dis, pour l'Occident, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que l'Occident gagnerait beaucoup mieux, non pas par cette économie de prédation, il gagnerait mieux en aidant le Congo à décoller. Les richesses du Congo serviraient mieux au monde que dans cette situation de prédation. Il faut donc que les États occidentaux revoient ce système et contrôlent les trafiquants, et les autres pirates de temps moderne qui sont en train d'organiser les guerres ici. La meilleure alliée de la